Bonsoir à tous. Moi, je suis Arnaud Romain-Apéro, je suis un ancien de l'ESTP. Je suis de la promo TP 2006. Voilà, j'ai fait une petite dizaine d'années que je travaille maintenant dans l'immobilier et dans la construction. D'abord dans la construction, ensuite dans l'immobilier. Et j'ai monté une plateforme de crowdfunding, de financement participatif dédié à l'immobilier l'année dernière. On a obtenu notre agrément en juillet et on a notre premier projet qui arrive en financement samedi. On a de grosses ambitions pour cette société, pour le financement. Donc, on a saisi l'opportunité de ce nouveau mode de financement auquel on croit. C'est un marché en forte croissance avec des futurs gros acteurs comme nous, on espère bientôt. Et l'objectif de cette conférence, c'est de comprendre un petit peu quels sont les nouveaux usages du financement, comment les outils numériques, la digitalisation, la révolution numérique permettent de rebalancer un petit peu le mode d'investissement en immobilier aujourd'hui. Donc le financement, un petit topo sur le financement participatif. Le financement participatif, qu'est-ce que c'est? C'est se réunir à plusieurs pour financer un projet. Et là, vous me dites, OK, on le fait déjà depuis à peu près 2000 ans. Donc on n'invente rien. Alors, se réunir à plusieurs pour investir, on a déjà voilà, les mécanismes de tontine qui permettent de financer des projets. On a déjà les mécanismes des sociétés. Quand vous êtes actionnaire d'une société, vous financez un projet sur le long terme. On a les sociétés cotées. Voilà, on a plein de choses qui permettent de réunir à des gens de s'investir. Donc le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le fait de se réunir à plusieurs via une plateforme Internet selon une réglementation. Donc la plateforme Internet permet de fluidifier le marché d'achat et de vente ou d'investissement, de donner beaucoup de transparence et d'informations. Avant, pour investir dans une société qui n'était pas cotée, une société privée ou une start-up, c'était un peu plus compliqué. Il fallait avoir des connexions, il fallait trouver des fonds d'investissement qui sourçaient des projets ou connaître des entrepreneurs. Maintenant, il suffit de se connecter sur Internet, sur une plateforme de crowdfunding qui agrège tout ça et vous pouvez faire votre choix, discuter avec le management, avec la plateforme et tutti quanti. Donc ça se structure en trois, c'est-à-dire que ça a commencé vers 2007, c'est un marché qui a été créé aux US principalement. Ça a commencé avec du don aux US, c'était principalement du financement de projets artistiques. Donc quelqu'un qui avait besoin un petit peu d'argent, un peintre qui était sans le sou et qui avait besoin d'un petit peu de matériel, faisait une demande sur une plateforme pour son œuvre et des mécènes allaient alors le financer, en échange de quoi il pouvait éventuellement avoir des goodies, alors casquettes, t-shirts, lacets ou l'œuvre d'art elle-même. Évidemment, comme ça a commencé à bien marcher, ça s'est financiarisé. Donc on s'est mis à pouvoir prêter à des sociétés, prêter à des individus, prêter à des sociétés. Donc aux US, on a The Lending Club qui permet de prêter de particulier à particulier. Hein, ça a été créé par un Français, Renaud Laplanche. En France, on a des sociétés comme Lendopolis ou Lendix qui vous permettent de prêter à des TPE et des PME, voilà, qui ont besoin d'un petit peu de financement pour généralement des actifs immatériels que la banque ne finance pas. Et puis, quand on avait le prêt, pourquoi pas faire l'investissement? Donc là, on a créé des plateformes pour investir dans des sociétés, en tant qu'actionnaire. Voilà. L'investissement, on verra en termes immobiliers, on fait de l'investissement. Et on peut résumer le crowdfunding à finalement l'avènement de la révolution numérique il y a quelques années. La révolution numérique, c'est Internet, les smartphones, c'est la communication, toutes les informations accessibles, et un cadre réglementaire. La réglementation a rattrapé un petit peu l'activité, la réglementation arrive toujours un petit peu après. En France, on bénéficie d'un cadre favorable par rapport à nos autres pays européens. On a une réglementation sur le crowdfunding qui a été édictée en 2014, qui évolue un petit peu au fil de l'eau, en fonction des pratiques, comme c'est un secteur très récent. Mais on peut financer des projets jusqu'à maintenant 2,5 millions d'euros. Si vous comparez à l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique, c'est des montants qui sont bien inférieurs, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc on a vraiment un cadre qui permet le développement et l'essor du financement participatif. Quelques idées des chiffres. Dans le monde, en 2012, on était sur un marché de 2,7 milliards d'investissements, 6,1 en 2013 et 34,4 milliards en 2015, l'année dernière. Donc 34 milliards étaient financés via des plateformes de crowdfunding. L'immobilier dans tout ça, en 2015, c'est 2,5 milliards. Alors pour avoir dans le monde, du coup, mais principalement aux US et au Royaume-Uni, qui sont les deux gros marchés aujourd'hui. Donc 2,5 milliards sur des pays comme les US et le UK. On va comparer ça un peu à la collecte des CPI en France, qui est de 4 milliards. Voilà, c'est des chiffres qui sont dans les mêmes ordres de grandeur. 2,5 milliards aux US, dans le monde. 2,5 milliards, ça a comparé aux 40 millions qui ont été collectés l'année dernière en France sur l'immobilier. Donc on est encore un tout petit marché d'investissement, mais eux
ont 200 plateformes dédiées à l'immobilier, nous, on en a une dizaine. Voilà. Donc, pas les mêmes tailles de pays non plus, mais en gros, on en a sous le pied, quoi. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire finalement maintenant, le crowdfunding en immobilier? Donc, on a 3 choses. Le court terme, qu'on va voir tout de suite après, ce qui permet de financer des projets de promotion sur des durées de 1 an, 2 ans, 3 ans, on va dire. On commence à avoir des opérations de moyen terme, donc en termes immobiliers, c'est des opérations value add, sur lesquelles on va durer entre 4 et 7 ans. Et les investissements de long terme locatifs, donc là, ce sera la partie d'Alexandre un petit peu après, qui propose, un peu comme les CPI, d'investir dans des actifs sur du long terme à plusieurs, de se retrouver sur une plateforme. Alors, j'appelle ça du taylorisme au tailor-made. L'histoire de la révolution numérique, c'est pouvoir rationaliser l'utilisation du capital et pouvoir avoir plus d'efficience et plus d'efficacité via des plateformes Internet. Donc on parle d'uberisation, on a parlé d'uberisation avec Uber qui a permis de repenser l'utilisation de la voiture et des taxis. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins besoin d'avoir une voiture individuelle parce qu'il devient de plus en plus facile d'avoir un chauffeur ou de louer la voiture de son voisin avec des sites comme WeCar ou Drivey. Vous avez le Airbnb qui vous permet finalement pas forcément d'avoir un hôtel, mais d'avoir une chambre chez quelqu'un, parce que ce quelqu'un a une chambre en trop ou une chambre qu'il n'exploite pas, et ça lui permet de mieux rationaliser l'utilisation de son capital. Donc on est vraiment dans la solution où maintenant on fait du sur-mesure, et la plateforme en immobilier permet d'aller plus précisément sur des financements qu'on choisit de plus en plus. Alexandre vous présentera sa solution. Ça vous permet, plutôt que d'acheter une part de SCPI qui investit dans 500 actifs, vous choisissez les 500 actifs vous-même. Enfin, ça viendra, en tout cas. Donc le financement court terme, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, préambule. Un financement court terme, c'est investir en immobilier sur Internet, une durée inférieure à 24 mois, une rentabilité d'à peu près 10% par an. Ça, c'est pour, voilà, la rentabilité, c'est pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, on va dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on obtient, où est l'entourloupe. Donc souvent, la première question, c'est 10%, je vais prêter de l'argent à 10% à un promoteur, pourquoi il paye autant pour de l'argent, hein? Sachant que les taux aujourd'hui, les taux d'emprunt sont extrêmement bas, donc ça pourrait ne pas avoir de sens d'emprunter à 10%. Et bien on va voir qu'en fait, ce n'est pas du prêt qu'on fait, c'est de l'investissement. Donc rappelons à peu près comment se déroule un projet de promotion. Alors c'est schématique, hein, un projet peut se passer de différentes manières, mais globalement le boulot d'un promoteur, c'est de partir d'un terrain, se dire ce terrain a un potentiel, je vais essayer de l'étudier, je vais faire des études avec un architecte qui va me dire le nombre de mètres carrés que je peux exploiter sur ce terrain. Une fois que j'ai un projet en raccord avec son environnement, faire plutôt du bureau, du commerce ou du résidentiel, on va faire un dossier qu'on va déposer à la mairie pour faire une demande de permis de construire, qui va être instruite. Une fois que le permis est purgé, est déposé et purgé, et on a l'autorisation de construire, mais encore faut-il vendre le projet. Donc avant de le construire, on va essayer de le vendre sur plan. Hein, c'est comme, voilà, il y a souvent, avant de construire un projet, on voit souvent un Algeco sur le terrain avec un commercial qui va essayer de vendre sur plan les appartements. Donc il y a une petite maquette, il y a des papiers, il y a une visite 3D sur informatique. Vous pouvez acheter un appartement sur plan. Et une fois que le promoteur a atteint ces 50% de pré-commercialisation, encore une fois c'est globalement 50%, il se dit ok, mon projet est bon, j'ai l'autorisation, la commercialisation est lancée, maintenant il va falloir que je trouve mon financement. Donc il va mettre de l'argent dans le projet, il va chercher un financement bancaire, il va chercher éventuellement des investisseurs. C'est là où on va intervenir. Une fois que son financement est bouclé, il passe à l'étape de construction qui dure, selon les projets, allez, on va dire entre 18 et 24 mois. Ça dépend de si on est en montagne, de la taille du projet et de son accessibilité, jusqu'à la livraison. Donc la durée de ce projet, en fait, on ne peut pas avoir une durée précise. On sait qu'à partir de la construction, c'est 18-24 mois, mais cette phase de recherche foncière, d'études et de commercialisation peut être très très longue. Si le permis est taqué, ça peut durer des années finalement. Donc comment se finance un projet de promotion? On va prendre un cas vanille où le promoteur va mettre 10% de l'équivalent du coût de la construction et va se financer avec 90% de dette bancaire et de commercialisation. Pourquoi la commercialisation est un financement? Parce que c'est un mécanisme d'appel de fonds. Hein. Quand on achète un appartement sur plan, on met 5% en réservation tout de suite.
quand on a les premières étapes de construction qui sont arrivées, on repaye par exemple 30%, quand on est hors d'eau, hors d'air, au 30%, jusqu'à la fin, où quand on récupère les clés, on repaye 5%, les 5% finaux. Donc ça fait un mécanisme d'appel de fonds, le promoteur construit, il a besoin d'argent pour payer ses sous-traitants, il les récupère avec la VFA, et s'il n'a pas assez avec la VFA, il tire une ligne de crédit. Et il va mettre 10% de fonds propres. Alors pourquoi 10% sachant que l'argent qu'il va mettre, il le met dès le départ à la recherche foncière. C'est-à-dire que prendre sa voiture, chercher du foncier, faire des études, payer des architectes, tout ça, c'est les fonds propres qui vont être dépensés. Mais généralement, ça ne représente pas 10% du projet. C'est simplement des conditions d'obtention de crédit. La banque va bien vouloir lui prêter de l'argent, mais il faut qu'il mette de l'argent dans le projet pour un alignement d'intérêts tout simple. C'est toujours très facile de jouer avec l'argent des autres. Donc la banque a des prérequis qui vont être aux alentours de 10%. C'est des chiffres qui peuvent varier, qui peuvent être de 8, qui peuvent être de 15, de 20, ça va dépendre des promoteurs, des endroits, des banques. Le Crédit du Nord, plus conservateur, va demander 20, d'autres banques vont peut-être un peu plus prêtes à prendre de risques, vont demander un peu moins. Voilà, ça va dépendre. Mais globalement, 10%, ça nous arrange parce que pour les calculs d'après, ce sera plus facile. Voilà. Donc un financement classique, c'est du fonds propre, de la dette et de la prévente sous forme de VFA. Et financement en crowdfunding, on rajoute une tranche de financement, c'est-à-dire qu'on fait venir des investisseurs entre les fonds propres et la dette bancaire. Donc c'est pas de la dette, c'est de l'investissement dans le projet. On est quasiment au même rang que le promoteur, on prend des risques avec lui. Comment on gagne de l'argent dans tout ça? Le boulot du promoteur, ça va être de vendre les appartements pour que ça représente un chiffre d'affaires supérieur à ses coûts. Ça dégage la marge, facile. Et cette marge va servir à rémunérer ses fonds propres. Ce n'est pas les seuls moyens de rémunération d'un promoteur, on la verra après, mais globalement, c'est l'idée. Donc s'il met les fonds propres, il va récupérer l'intégralité de la marge. Et s'il fait appel à des investisseurs en crowdfunding, finalement, ça va lui permettre de mettre un peu moins de fonds propres dans l'opération, mais de ne pas partager la marge en deux. Voilà. Donc là on voit l'intérêt pour le promoteur. C'est-à-dire qu'il va mettre moins d'argent par opération, et ça ne va pas lui coûter si cher que ça. Même si un promoteur dira toujours que c'est trop cher. Alors, en quelques chiffres, voilà, on fait un financement classique, je mets 1 million de fonds propres, je récupère 1 million de marge, mon retour sur fonds propres, on va dire qu'il est de 100%. 1 million sur 1 million, ça fait 100%. Si je fais une copromotion classique, on est deux promoteurs à faire le projet, on met la moitié des fonds propres chacun, mais comme on est à moitié détenteur du risque et qu'on est arrivé au début en même temps, ben on a toujours 1 million de marge, mais on la divise en deux, ça fait 50-50. Hein. Donc le retour sur fonds propres, c'est toujours le même. J'ai mis 500 000, je récupère 500 000. Si je fais venir des investisseurs en crowdfunding, le promoteur n'a besoin de mettre que 500 000, on va mettre par exemple la moitié des fonds propres, et il va faire venir des crowdfunders pour 500 000. Et les crowdfunders, ils viennent au moment où la banque intervient, c'est-à-dire quand la commercialisation atteint 50%, quand le permis est purgé de tout recours. Donc on est juste avant la construction. Donc on emprunte de l'argent, le promoteur emprunte ou fait venir des investisseurs pour à peu près 18 mois. Ça nous arrange aussi pour les calculs. Donc hypothèse de financement, les investisseurs vont investir dans une obligation qui rapporte 10% par an pendant 1 an et demi. Donc 500 000 à 10% par an sur 1 an et demi, ça coûte 75 000 € d'intérêt. À ça, il faut rajouter des frais de plateforme qui sont de l'ordre de 8%, on va dire. La plateforme va dire, je trouve des fonds pour le projet, mais je facture la levée de fonds. Et c'est un pourcentage de la levée de fonds. Donc en tout, le coût va être de 117 000 €, ce qui fait que la marge est inférieure. Maintenant, elle est de 883 000 €. Mais le promoteur n'a mis que 500 000. Donc maintenant, son retour sur fonds propres, il est de 883 divisé par 500, donc il a fait 177% sur ses fonds propres. Okay, et là, il a mis que 50-50. Et si on pousse le curseur un petit peu loin, si le promoteur met encore moins de fonds propres dans l'opération, il n'en met que 25%, il met 250 000 €, il fait venir 750 000 € de crowdfunder. En termes d'intérêt, ça va lui coûter plus cher parce que le volume est plus important. Mais comme il a mis beaucoup moins d'argent, la marge maintenant est de 825 000, et 250 000 sur 825 000, ça fait 330%. Donc là, on a expliqué l'effet de levier pour le promoteur. C'est-à-dire que même à 10% par an, son argent, son investissement travaille mieux. Hein, ça augmente sa rentabilité. Et l'intérêt pour lui, il est de plusieurs ordres. C'est-à-dire que
ou alors il boucle son tour de table parce que c'est un petit promoteur et il n'a pas les fonds propres nécessaires pour faire le projet, ou alors c'est un promoteur qui se développe et qui n'a pas assez de fonds propres pour faire tous ses projets. Donc il préfère en mettre un peu moins par projet, faire venir des investisseurs, et finalement on est dans une relation gagnant-gagnant. Le promoteur va trouver des financements pour ses tours de table, il va mettre moins d'argent dans les projets, ce qui lui permet de garder un peu d'argent pour des futures opérations, pour saisir de nouvelles opportunités. Et l'investisseur, comme vous et moi, est très content d'avoir un produit à 10% par an. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui paye 10% par an aujourd'hui. Sur un risque qui est maîtrisé, qui est connu, et sur un sous-jacent qui est immobilier. D'ailleurs, le risque, les trois grands risques d'un projet de promotion, ça va être le risque administratif. Est-ce que je vais avoir mon autorisation de construire? Est-ce que ça va être purgé de tout recours? Est-ce que je vais le vendre? Donc, en général, il est déjà vendu à 50% quand on arrive. Et le risque opérationnel, c'est le risque de la construction. Est-ce que le promoteur a suffisamment d'expérience pour pouvoir construire son projet dans l'ordre, quoi. Et donc, on peut voir la courbe des risques qui est synthétisée de cette manière. Au début, on a le risque administratif, commercial et opérationnel. Le risque administratif tombe une fois qu'on a le permis de construire. On commence la commercialisation, donc le risque commercial diminue. Et quand les investissements, le tour de table est fixé, on n'a plus qu'un risque résiduel de commercialisation et un risque opérationnel qui va décroître jusqu'à la fin du projet. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les investisseurs arrivent à ce stade-là. On aurait un moyen de les faire venir ici, ce serait logique qu'ils soient rémunérés plus, parce qu'ils prennent plus de risques. Maintenant, ici, le prix de marché aujourd'hui pour ce genre de projet, c'est entre 8 et 12%. Ça va dépendre un peu de l'emplacement, de la commercialisation, de l'expérience du promoteur. Le montage, comment ça se passe? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on achète? Dans quoi on investit, quoi? Donc généralement, un projet de promotion, il est porté dans une société civile, une SCCV, une société civile de construction-vente, ou une société civile immobilière. Le promoteur a sa holding qui peut être une SARL avec tous ses projets, et comme c'est des sociétés qui sont transparentes fiscalement, ça permet de remonter les flux et d'équilibrer les gains et les pertes des projets sur la holding. Le problème, c'est que c'est très dur d'intervenir en tant qu'investisseur dans une SCCV ou une SCI. Vous voulez devenir actionnaire de la SCI ou de la SCCV, vous avez deux problèmes qui sont un, la solidarité, et un, les responsabilités illimitées. C'est-à-dire que si vous avez mis 100 € dans la SCI, s'il y a un problème, vous pouvez potentiellement perdre plus de 100 €. Vous pouvez venir vous chercher sur votre patrimoine, ce qui est généralement pas ce qu'on a envie. Et il y a une solidarité, donc ça veut dire que s'il y a besoin de remettre un petit peu d'argent dans la SCI et qu'il y a un associé qui ne veut pas le mettre, c'est les autres associés qui compensent. Donc c'est un schéma, le crowdfunding est une activité réglementée par l'AMF et l'AMF ne veut pas entendre parler de ce genre de schéma. Elle ne veut pas qu'on entre dans les SCI ou les SCCB. Ce qui fait qu'on doit créer un mécanisme de holding. Donc on va intégrer une SAS entre la société holding du promoteur et la SCI, SCCV. Et là, on va pouvoir ou rentrer en action dans la SAS, ou la SAS peut émettre un emprunt obligataire et on peut souscrire les obligations. Les obligations, c'est un produit qui est simple à mettre en place et qui est clair, c'est-à-dire que c'est un montant, une durée, une rentabilité. Donc on sait combien on doit gagner, on sait combien est emprunté et on connaît la durée. Sur le schéma action, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Deuxième option, le promoteur fait un projet directement dans une SAS, donc pas besoin de créer une holding, on peut faire un emprunt obligataire directement dans la SAS, ou alors acheter des actions directement dans la SAS. Alors vous me direz, 10% c'est génial, il n'y a rien qui paye 10% aujourd'hui, mais comment je me fais tondre? Donc la fiscalité des produits financiers s'applique à ce genre de produits. Donc comme tous les autres produits financiers, on est à 15,5 de CSG CRDS, les prélèvements sociaux, et 24% d'un compte sur l'IR. L'acompte sur l'IR, c'est l'État prend l'argent tout de suite et va ajuster en fin d'année selon votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes à une TMI de 30, vous payez 24% directement et vous repayez 6 à la fin de l'année. Si vous êtes à une TMI de 14, vous payez 24 direct et à la fin de l'année, vous avez un crédit d'impôt de 10%. Voilà, reportable sur l'année d'après. Comment je peux échapper à ça? Il n'y a pas de moyen d'échapper à ça. Cas de dispense, il n'y en a pas. Vous pouvez éventuellement ne pas payer CSG, CRDS, mais il ne faut pas vivre en France. Il faut être expat, éventuellement ça c'est génial. Vous êtes expat, comme vous ne vivez pas en France, vous ne bénéficiez pas finalement des privilèges sociaux offerts par la France, donc il n'y a pas de raison que vous les payiez.
Et si vous êtes français, vous travaillez à l'étranger, vous êtes résident fiscal étranger, donc vous ne payez pas CSG-CRDS. Par contre, il y a des conventions fiscales entre les pays pour compenser ça. Donc, selon les pays, vous pouvez avoir une fiscalité qui est plus ou moins lourde que les 24%. Donc, les cas de dispense, vaut mieux pas vivre en France. Et pour le reste, vous payez de toute façon l'impôt. Ce qui fait que, en réalité, pour reprendre notre exemple, j'ai investi 1 000 € à 10% sur 12 mois, ma rémunération brute elle est de 100, et ma rémunération nette elle va être de 60, grosso modo. Donc j'ai du 6% net à la fin. Ça reste net. Enfin, bon, c'est mon point de vue, mais ça reste un placement à 6% qui est plus performant que la plupart des placements. Alors, comparaison avec le livret A, précaution, le livret A est un produit d'épargne qui permet d'épargner, qui ne permet pas d'investir. Donc, c'est juste pour avoir une idée de rentabilité sur un produit d'épargne. On est à 1 000 €, le taux est à 0,75, il peut potentiellement passer à 0 l'année prochaine. Sur une durée de 12 mois, vous gagnez 7,50 €, mais il n'y a pas de fiscalité. Donc vous gagnez 7,50 € à la fin. Mais encore une fois, voilà, c'est deux typologies de produits complètement différentes. Maintenant, est-ce que tout le monde peut investir dans le crowdfunding? C'est la question d'après, c'est bon, du coup, comme c'est hyper attractif, est-ce que tout le monde peut le faire? Quand on est une plateforme, on fait quasiment du placement public, on fait du placement d'épargne. Donc on doit s'assurer que les gens qui investissent sont en mesure de le faire. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez sur une plateforme, vous devez répondre à un questionnaire de connaissances clients. C'est comme quand vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine, vous allez voir la banque, vous ouvrez un compte, on va vous demander qui vous êtes, où vous habitez, on va vous demander combien vous gagnez, on va vous demander quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier, votre patrimoine financier, on va vous demander si vous êtes en mesure d'épargner, on va vous poser plein de questions hyper indiscrètes. On va vous faire un test d'adéquation, donc on va vous demander si vous avez déjà investi sur des produits financiers, si vous avez déjà investi dans l'immobilier. On va définir des objectifs. On va vous demander, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez investir dans l'immobilier long terme, court terme, moyen terme, prendre de risques, pas de risques? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et à partir de ces informations, la plateforme va pouvoir dire « je vous accepte pas », parce qu'en gros, on catégorise les clients en 3, ceux qui ne sont pas aptes, parce qu'ils ont des conditions de ressources qui sont trop faibles, et on dit que c'est leur faire prendre trop de risques d'investir là-dessus. Il y a les clients normaux, donc 90% de la population, qui vont être acceptés, mais qui vont être limités à 10% de leur patrimoine à investir sur la plateforme. C'est réglementaire. Et puis il y a ce qu'on appelle les investisseurs qualifiés, qui eux répondent à 2 des 3 critères, qui sont j'ai bossé 2 ans dans la finance, je gère un patrimoine financier d'au moins 500 000 € et je fais jusqu'à 8 transactions d'au moins 600 € tous les trimestres. Donc, si je réponds à 2 des 3 critères, je suis considéré comme un investisseur qualifié, donc éduqué avec un peu d'argent, et là je fais ce que je veux sur la plateforme. Si je veux mettre tout sur le rouge, c'est plus le problème de la plateforme. Donc c'est accessible à la plupart des gens, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a l'agrément, c'est l'agrément de conseiller en investissement participatif. C'est, je ne sais pas si ça filme encore. C'est un agrément de conseiller en investissement participatif, ce qui veut dire qu'il y a conseil dedans. Donc la plupart des gens s'attendent à se dire j'ai juste à donner mon adresse email, puis j'ai accès au deal flow et je peux investir. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a une réglementation qui est protectrice pour l'investisseur. Donc ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc ça, c'était pour la partie financement court terme. On va aborder très rapidement le financement moyen terme parce que autant le financement court terme de le projet de promotion, sur l'ensemble des plateformes, on est à peu près à 150 projets financés aujourd'hui. Ça fait pas loin de 2 ans que ça existe. C'est un marché qui émerge, qui a fait 30-40 millions l'année dernière. On s'attend à ce qu'il fasse 60 millions cette année. Le financement de la promotion immobilière, donc les chiffres de promotion en France, c'est 15 milliards de financement. Comme on a vu tout à l'heure, on intervient sur des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Donc 15 milliards de projets immobiliers en promotion, ça fait 1,5 milliard de fonds propres. Ça fait potentiellement 750 millions pour le crowdfunding. Donc le marché peut encore être multiplié par 10 sur les plateformes. Bon, ou voire un peu plus, on verra comment ça se passe. Voilà, donc il y a d'autres types d'opérations qui peuvent se financer, des opérations, comme on dit, value add dans l'immobilier, donc de création de valeur sur du moyen terme. J'achète un truc qui n'est pas terrible, mais pas trop mal placé, j'arrive à le retaper pour le revendre, stabiliser la situation locative, créer de la valeur, et puis le revendre au bout de 4-5 ans, 5 ans, 6 ans,
Voilà, ça peut se financer. Aujourd'hui en crowdfunding, il y a une plateforme qui a lancé une opération Value Add qui s'appelle Imovesting. La promotion-exploitation, donc ça c'est un dossier sur lequel nous on travaille qui pourrait être nouveau. C'est je finance la construction d'un hôtel et je me rembourse sur son exploitation. Et là, ce serait 6 ans de cash flow, 6 ans de rentabilité à 10% par an. Et ce qui marche pas mal plutôt en Angleterre, c'est le financement de l'option. C'est-à-dire que la paperasse pour devenir propriétaire en Angleterre, elle est assez longue. Et la banque, elle accepte de financer que quand on a résolu toute la paperasse. Et les plateformes au Royaume-Uni marchent très très bien. Il y a beaucoup d'investisseurs potentiels. Ça veut dire que quand il y a un projet qui veut être acheté, l'acquéreur, au lieu d'attendre son crédit bancaire, il va pouvoir financer une sorte de crédit relais avec des investisseurs. Il va dire bah, j'ai besoin de lever 100 millions de pounds pour acheter cet actif. Le propriétaire il va être OK si je mets 20 millions en séquestre. Je fais une option, je lève 20 millions sur une plateforme de crowdfunding, donc j'accepte de rémunérer des gens 10% par an sur 6 mois. Et 6 mois plus tard, j'ai mon crédit relais, mon crédit bancaire qui me permet de rembourser les investisseurs, de passer à l'acquisition de l'actif. Et un crédit bancaire coûte beaucoup moins cher. Mais ça permet d'être réactif. Et ailleurs. Donc dans le monde anglo-saxon, la solution qui a commencé à très bien marcher, c'est le financement à long terme. Et là, c'est la partie d'Alexandre, mais c'est ce que j'appelle l'asset picking. Plutôt que d'acheter un fonds qui est déjà diversifié, en fait, vous faites votre propre fonds en investissant sur X actifs que la plateforme propose. Donc vous pouvez mettre un ticket de 5 000 $ sur 15 actifs. Donc vous avez 15 fois 5 000 $. Vous synthétisez votre fonds finalement à plusieurs. La limite de ça, on se dit bah, c'est génial finalement, on ne va plus faire de fonds diversifiés, on va juste proposer des actifs, les gérer et tout le monde va pouvoir faire son propre fonds. Bah, finalement, les plateformes US, elles sont passées de ce modèle à proposer des fonds diversifiés aussi. Donc des REITs, des Real Estate Investment Trust, l'équivalent des SIC en France. Elles proposent des REITs privés aux US. Donc elles offrent deux choix à l'investisseur qui est sur la plateforme. Investir dans actif par actif, je choisis ceux qui me plaisent, les durées et les risques, ou alors un fonds d'investissement qui investit dans X actifs et qui est déjà diversifié. Et ça marche très bien aussi sur les opérations de création de valeur court terme. Voilà, j'achète un truc tout pourri, je le retape, je le revends et je crée de la valeur. Et le mécanisme d'option que j'ai décrit tout à l'heure.